Compte rendu de la 59e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 19 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 59e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de prévenir les naufrages sur les voies navigables. Le président de la République est revenu sur les derniers naufrages qui continuent d'endeuiller les familles congolaises. En effet, le 10 et 11 septembre 2025, 2 autres accidents tragiques sont survenus, respectivement en amont de Bassankousou et d'Engombe, dans la province de l'Équateur, coûtant la vie à plusieurs compatriotes. Il a adressé les plus émues condoléances aux familles des victimes et a exigé que les enquêtes en cours aboutissent sans complaisance afin que les responsabilités soient clairement établies et que le coupable réponde de leurs actes. Au regard de la nécessité de mettre fin à ce type de drame consécutif à un manque de discipline et des responsabilités à plusieurs niveaux, il estime qu'il est possible d'y mettre fin à condition que chaque acteur au sein de l'État comme dans la société assume pleinement sa responsabilité. Dans cette optique et dans la suite des directives données lors de la 17e réunion du Conseil de ministres du 11 octobre 2024, à la suite du chavirement d'une embarcation sur le lac Kivu le 3 octobre 2024, il a invité le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et de désenclavement, à dresser dans les plus brefs délais un état des lieux exhaustif de la navigation fluviale et lacustre en rapport avec les mesures déjà instruites, à renforcer ces mesures, notamment par la fermeture immédiate de tous les lieux d'embarquement clandestin, la traçabilité obligatoire des embarcations et l'interdiction stricte de la navigation nocturne. Engager une campagne de sensibilisation et de responsabilisation des opérateurs privés et publics ainsi que de communautés riveraines afin d'assurer une appropriation collective des règles de sécurité, notamment le port des équipements de sauvetage lors des embarquements. Le président de la République a également insisté pour l'accélération du processus d'acquisition et de mise en service des bateaux modernes, sécurisés et adaptés aux réalités de voies du pays. Il a instruit de renforcer de manière significative les capacités techniques, humaines et logistiques de la Congolaise de voies maritimes, de la Régie de voies fluviales, ainsi que tous les services spécialisés pour leur permettre d'assurer efficacement leurs missions de sécurité, des balisages et des surveillances. Par ailleurs, il a demandé à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de s'investir pleinement dans la prise en charge des victimes accessibles et les cas échéants de solliciter le soutien des partenaires traditionnels. Le président de la République attend un rapport sur l'évolution de la situation du prochain Conseil de ministres. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a tenu à nouveau à attirer l'attention du Conseil sur cette réalité devenue insoutenable pour nos concitoyens. Les embouteillages qui paralysent chaque jour la ville de Kinshasa et qui détériorent considérablement la qualité de vie de la population. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 22e réunion du Conseil de ministres du 15 novembre 2024, il avait insisté sur l'urgence d'améliorer la fluidité de la circulation routière à Kinshasa. Il avait alors souligné que la mission des agents de la police de circulation ne se limite pas à la régulation, mais implique également l'exemplarité, l'application rigoureuse du code de la route et la sanction de comportements compromettant l'ordre public.
Le président de la République est convaincu que la mobilité constitue le poumon vital d'une capitale moderne. Elle doit cesser d'être une source d'humiliation et des pertes de temps pour devenir un vecteur des dynamismes économiques, des sécurités sociales, des sérénités sociales et des dignités nationales. À cet fait, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de dresser un état des lieux précis sur la formation, l'équipement et les effectifs des agents de police spécialisés dans la circulation et d'assurer sans délai leur renforcement tant sur le plan qualitatif que quantitatif. En concertation avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, il sera examiné la possibilité de mobiliser certaines unités de forces armées en appui à la police afin d'imposer discipline et rigueur, notamment aux grands carrefours et sur les axes stratégiques. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a été quant à lui chargé de présenter un plan opérationnel assorti des mesures concrètes pour fluidifier la circulation, la mise en place d'une signalisation moderne, gestion intelligente des carrefours et déploiement de solutions technologiques adaptées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa devra de son côté accélérer la réforme du transport urbain collectif, notamment par la régulation stricte de l'activité des taxis et bus, l'interdiction des stationnements anarchiques, ainsi que la création des parkings modernes en partenariat avec des investisseurs privés afin de générer des ressources durables destinées à l'entretien urbain. S'agissant des taxis-motos, le président de la République a instruit l'application stricte de mesures suivantes: port obligatoire du casque par les conducteurs et les passagers, identification rigoureuse par les services compétents pour garantir leur traçabilité et leur conformité aux normes en vigueur, limitation de leur champ de circulation par l'interdiction formelle d'accès au centre-ville, leur activité devant être cantonnée aux zones périphériques. En outre, il a instruit pour que chaque mois, un rapport circonstancié de l'évolution de la situation puisse être fait en Conseil de ministres. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur quelques points, notamment l'urgence de prioriser l'agenda législatif du gouvernement dans les secteurs agricoles. À ces propos, elle est revenue sur ce qui a été dit au cours de la 4e et de la 7e réunion du Conseil de ministres, où le président de la République avait engagé le gouvernement à élaborer un cadre cohérent permettant au secteur agricole de jouer pleinement son rôle de moteur du développement économique national. En réponse à cette instruction, il a été constitué des équipes de travail multisectorielles chargées de conduire cette mission. Les travaux de ces experts ont abouti à la proposition de la création d'un programme commun intégré de transformation agricole et du monde rural. Ces programmes intégrant l'initiative présidentielle Agenda de la transformation agricole sera très prochainement présenté aux membres du gouvernement. Afin de concrétiser l'engagement du chef de l'État en faveur de la revanche du sol sur le sous-sol, la Première ministre a souligné l'urgence d'accélérer l'agenda législatif du gouvernement afin de permettre une transformation durable de ces secteurs qui demeurent une priorité stratégique pour le pays. Il s'agit d'engager des réformes structurantes et de concrétiser les initiatives en cours. Par ailleurs, la Première ministre a fait état de sa mission d'itinérance qu'elle a effectuée dans la province du Tanganyika du mercredi 17 au jeudi 18 septembre 2025, successivement à Kalemi, chef-lieu de la province, dans le territoire de Moba, qui n'a jamais accueilli la visite d'un chef du gouvernement central. La province du Tanganyika est confrontée à d'importants défis sécuritaires et économiques en raison notamment de la dégradation avancée de ses routes, tant urbaines que d'intérêt national, et de ses infrastructures. Au cours de cette mission, où elle a été accompagnée par quelques membres du gouvernement, la Première ministre a eu l'occasion de faire le point de tous ces dossiers ainsi que d'effectuer des visites d'inspection en vue du démarrage de prochains travaux sur les ports de Kalemi et de Moba. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national
où, au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par les initiatives parlementaires en cours, visant par pétition quelques membres du bureau, ou encore par des commentaires et réactions consécutifs à la signature par le gouvernement de la RDC et les CICR de l'acte du mécanisme d'échange de prisonniers avec les supplétifs AFC M23. Faisant suite à la recommandation de la 17e réunion du Conseil de ministres du 11 octobre 2024 relative à la mise en place d'une commission interministérielle chargée d'analyser les aspects de la question de l'identification des éleveurs d'Imbororo dans notre pays, le vice-premier ministre a souligné que cette commission a été constituée avec des experts qui représentent toutes les structures spécialisées. À propos des travaux préparatoires, il a souligné que les gouverneurs de 5 provinces concernées par cette problématique ont été instruits à dater du 13 septembre 2025 à localiser, répertorier, identifier les mouvements, les campements et les sites de ces éleveurs et faire une cartographie assortie à titre indicatif en 30 jours pour permettre d'évaluer la mission d'identification proprement dite. Dans les secteurs de la coopération, le vice-premier ministre a fait le rapport de sa mission en Chine qui lui a permis de dégager les lignes directrices de la coopération entre les deux États, principalement au niveau de la police nationale, qui devra bénéficier d'une assistance technique en termes de formation, d'équipement et de renforcement de ses capacités opérationnelles. Il a également consisté à des échanges avec les experts chinois dans la mise en œuvre de la solution Smart Congo qui consiste à sécuriser les personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national à travers les technologies de vidéosurveillance intégrant l'intelligence artificielle afin d'optimiser la coordination des opérations et de renforcer les capacités d'intervention et de réaction des forces de l'ordre. Dans les registres de catastrophes et sinistres enregistrés cette semaine, il a fait état des naufrages sur le fleuve Congo, spécifiquement dans les territoires de Bolobo en province de Mai-Ndombe. Le vice-premier ministre a bouclé son intervention en informant le Conseil de la réunion tenue le samedi 13 septembre 2025 à son cabinet afin d'évaluer l'exécution de l'ordre opérationnel visant à désigner clairement les services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a aussi brossé la situation et les opérations de défense sur le terrain, particulièrement sur les lignes de front dans le nord et le sud Kivu. Face aux menaces de l'ennemi, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en alerte et restent déterminées à défendre les territoires nationaux. Que ce soit dans l'Ituri ou dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, il a également fait le point de la réponse qu'apportent les forces de sécurité déterminées à rétablir la paix et la sécurité dans les zones concernées. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté les points saillants spécifiquement sur les 3 épidémies que connaît la République démocratique du Congo. Premièrement, en ce qui concerne Ebola dans la province du Kasaï, la zone de santé rurale de Boulapé, qui est l'épicentre avec 6 aires de santé touchées. Au 17 septembre, il a été enregistré 9 alertes, dont 5 validées, et aucun cas n'a été confirmé. Comparé à la semaine précédente, il se dégage une augmentation de nombre de nouveaux cas suspects, passant de 36 à 67 depuis le début de l'épidémie jusqu'à cette date. Les cumuls est de 67 cas suspects. Par ailleurs, le ministre de la Santé a mis en exergue quelques faits saillants, notamment la sortie dans les centres de traitement de Boulapé des 2 premiers guéris de cette maladie. Au sujet du Mpox et du choléra, il a aussi fait le point des statistiques qui sont pour la plupart à la baisse. Note d'information relevant du secteur de l'agriculture. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a présenté au Conseil la note d'information relative à la sécurisation des récoltes du cacao et du café dans les couloirs Kivu-Kinshasa, qui représentent des leviers majeurs pour la diversification économique, la réduction de la pauvreté et la stabilisation des zones rurales. Cependant,
Les régions productrices dans l'est de notre pays sont confrontées à des défis sécuritaires persistants. Face à cette situation, une initiative pilote a été mise en œuvre à Mutuanga dans les territoires de Beni avec l'appui de l'Alliance Virunga et du Parc national de Virunga, combinant sécurité des agriculteurs, développement agricole et protection environnementale. L'ambition est de déployer ces modèles le long du couloir vert Kivu-Kinshasa, axe stratégique de développement agricole et logistique, afin de sécuriser les bassins de production et les corridors de commercialisation, de réduire les pertes post-récolte dues à l'insécurité et à l'enclavement, renforcer la souveraineté alimentaire et les exportations agricoles, ou encore créer des emplois ou priver les groupes armés et les bandits armés des ressources qui perpétuent les cercles vicieux de l'insécurité. Ensuite, le déploiement des bases opérationnelles avancées devra suivre une logique de maillage territorial en ciblant les zones à haute valeur agricole. L'Alliance Virunga, dans ces cadres, dispose d'un budget pour rendre opérationnel 129 FOB sur les axes prioritaires bien déterminés. Par ailleurs, le gouvernement a été invité de considérer cet outil de sécurisation agricole et de prendre note de la mise en place d'un comité de pilotage autour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, et d'inscrire le projet dans les priorités du plan national du développement et du programme de transformation agricole. Note d'information relevant du secteur du développement rural. Pour sa part, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a centré sa note sur l'urgence du désenclavement des zones de production par l'aménagement des routes stabilisées qui sont une action prioritaire pour le développement du milieu rural. Considérant que la concrétisation du développement du pays à partir de la base credo du programme d'action du gouvernement 2024-2028 repose sur un ensemble d'activités cohérentes, interdépendantes et interactives à réaliser par le gouvernement. Il a sollicité l'appropriation politique de la nouvelle innovation qui consiste à adopter la technique de route en terre stabilisée pour la desserte agricole afin de donner espoir à nos populations rurales par les désenclavements durables de leurs bassins de production afin de permettre l'évacuation des produits des récoltes. Les ministres du Développement rural voudraient donc innover avec une pratique visant à promouvoir et à appuyer les routes en terre stabilisées, confectionnées avec un produit stabilisant écologique pouvant permettre de protéger l'usage de la route durant 3 à 5 ans minimum. Note d'information relevant du secteur de l'emploi. Faisant suite à l'instruction du président de la République donnée lors de la 57e réunion du Conseil de ministres en rapport avec la nécessité de promouvoir l'égalité des chances à l'accès d'emploi et au stage, le ministre de l'Emploi et du Travail a évoqué les actions menées et stratégies mises en œuvre quant à ce. Au sujet de l'obligation de publication de toutes les offres d'emploi en vue d'assurer la transparence et l'équité d'accès, son ministère a engagé la mise à jour de la plateforme ONEM tout en insérant les offres d'emploi par province et éclatées par secteur d'activité, la vulgarisation de la dite plateforme auprès des universités, centres de formation professionnelle et organisations de la jeunesse, ainsi que la régulation des statistiques des offres non publiées en l'ONEM. En ce qui concerne les contrôles rigoureux visant à identifier les manquements et à sanctionner les cas échéants le contrevenant, il est prévu de diligenter un contrôle mixte ONEM, Inspection générale du travail, basé sur la législation, de lancer un contrôle spécifique sur la régularisation des services privés des placements afin de protéger la main-d'œuvre locale, de redynamiser et digitaliser les cadres de concertation afin d'échanger les informations relatives au contrôle en temps réel, de parachever le 4e pilier de la réforme de l'inspection générale du travail sur la prise en charge qui à ce jour est exécutée à 30% et payée trimestriellement. Quant à l'accueil des stagiaires, toutes les batteries sont apprêtées pour mettre en place un cadre de concertation entre le ministère de l'Emploi et du Travail et les entreprises publiques et privées pour encourager ces dernières à accueillir davantage un grand nombre de stagiaires. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité et obtenu pour la mise en œuvre de toutes ces actions. Note d'information relevant du secteur de l'entrepreneuriat.
Bouclons ces chapitres de notes d'information. Les ministres de l'entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises a évoqué l'impératif et l'urgence d'instituer et d'opérationnaliser le concours national des plans d'affaires simplifiés en République démocratique du Congo. Cette initiative s'enrichit des expériences du modèle de la Banque mondiale afin de produire désormais sur l'ensemble du territoire national des générations d'entrepreneurs locaux afin de traduire en acte la grande vision du président de la République. Elle est motivée par l'impérieuse nécessité d'un double rééquilibrage par rapport à la balance des dépenses qui penche beaucoup plus en faveur de la politique et des institutions publiques et par rapport aux aires géographiques impactées par les projets sur l'entrepreneuriat, en finançant de manière tout aussi cyclique et irrégulière la production des générations d'entrepreneurs par territoire ou par circonscription électorale au prorata du nombre de sièges tant nationaux que provinciaux que compte chaque circonscription, ce qui pourra consacrer une équivalence entre la circonscription électorale et la circonscription entrepreneuriale afin d'amorcer l'heure de la revanche de l'entrepreneuriat ou du développement sur la politique. L'institution et l'opérationnalisation du CONAPAS constituent donc un point de départ qui offre plusieurs avantages, notamment l'institution formelle d'une grande opportunité entrepreneuriale à l'échelle nationale structurée et structurante qui induira plusieurs autres initiatives, tant publiques que privées, d'accompagnement avec des incubateurs. Les ministres de l'entrepreneuriat étaient complétés par la ministre du Genre, Famille et Enfants, la ministre de la Jeunesse ainsi que la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 58e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 12 septembre 2025. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a soumis pour examen et délibération le projet des décrets modifiant et complétant les décrets numéro 22/08 du 2 mars 2022 portant création de la carte d'identité nationale en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets des décrets. Commencé à 15h17, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h07. Je vous remercie.